Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. La Méditerranée n'est pas la seule mer à être le théâtre des drames de l'immigration. Direction le sud-est asiatique et la mer d'Andaman. Combien sont-ils à avoir embarqué sur les bateaux des passeurs pour fuir les persécutions en Birmanie et tenter leur chance en Thaïlande, en Indonésie ou en Malaisie? Nul ne le sait vraiment et il a fallu l'odyssée tragique d'un bateau chargé de migrants dont personne ne voulait pour que le monde prenne conscience du drame des Rohingyas. Notre correspondant en Asie du Sud-Est a enquêté pour comprendre ce qui pousse ces hommes, ces femmes et ces enfants à tout quitter et à prendre tant de risques pour un avenir plus qu'incertain. C'est un reportage de Cyril Payen pour France 24. Sadhu Husan. Abu Turah Hanzagat, Turah Hudurat. Tay ya Turah Durnike. Sadhu Husan. Tay Turah Futsa Binajana Dahonike. Abu Ar buza ar mono buza ro futu ar buza sai hali ya futa budai amai mona tudile il mona tudile amai re basta il divade kela bode gida wana ade oye boyta ki budai na jupai degi L'Odyssée de Sadako, Rohingya de 16 ans, s'est donc achevée par miracle sur les côtes de Sumatra à Aceh. Mais comme des milliers de migrants de l'océan Indien, s'il croit avoir atteint la terre promise, il se trompe. Il finira probablement avec un numéro épinglé sur le torse pour toute identité avant d'être expulsé. C'est le cycle tragique dans lequel Sadako et tant d'autres de ces nouveaux boat people se sont jetés à corps perdu. 1600 km à fond de cale dans des bateaux de pêche reconvertis en galères modernes. Ils ont quitté de nuit les côtes de l'État d'Arakan aux confins de la Birmanie avec des passeurs locaux. Après des semaines d'attente, c'est le départ plein sud au large pour le delta de l'Irrawaddy. Puis commence la grande traversée sans plus voir la terre dans la mer des Andamans jusqu'à la Thaïlande, le continent. Les attendent ensuite les camps de transit qui pullulent dans la jungle montagneuse de la frontière avec la Malaisie. Pour les plus chanceux, la fin du voyage, l'Eldorado malaisien, ou Aceh en Indonésie. Des dizaines de milliers de candidats à l'exil ont traversé ces mers, ces pays. Mais pour combien d'entre eux ce périple s'est achevé ici, sans que jamais l'on ne connaisse leur identité, ni les circonstances de la mort? Affamés, malades ou tués par les trafiquants. À Rangoon, en Birmanie, début juin, c'est l'onde de choc politique de la crise des migrants. Aussi étrange que nauséabonde, des manifestations nationalistes anti-Rohingya fustigent la vague d'indignation mondiale. Nous rejetons les critiques de la communauté internationale. Nous ne reconnaissons pas ces Rohingyas comme de vrais Birmans. Nous décidons de remonter à la source de la tragédie. Nous voyageons plein nord, au-dessus du golfe du Bengale, vers le lointain état d'Arakan. Ces derniers mois, 80 000 personnes ont franchi cet océan. Une odyssée vers l'inconnu. Mais pourquoi? L'État d'Arakan a été secoué par de violentes émeutes interconfessionnelles il y a 3 ans. Un profond conflit civil mettant dos à dos bouddhistes et Rohingyas musulmans, accusés d'être des étrangers. Résultat, déclaration de l'état d'urgence, loi martiale, des quartiers entiers réduits en cendres, près de 200 morts, des dizaines de milliers de déplacés. Toute une région birmane qui bascule dans le chaos. Depuis, le pouvoir birman a instauré son plan d'action pour l'Arakan. Une institutionnalisation
de la ségrégation. Le fameux printemps birman est une saison en enfer pour les Rohingyas. Ça y est, on arrive chez les Bengalis. Dans l'Arakan, le mot Rohingya est interdit. On dit ici Bengali, étranger. C'est donc ces camps de Bengali que les autorités ont décidé de nous montrer. Une opération de relations publiques sous bonne escorte pour vanter les mérites du plan d'action pour l'Arakan. Bonjour. Bonjour. Bon alors, vous avez l'électricité ici? Oui, Votre Excellence. Le général Mong Mong-on est le patron de l'État. Il n'a pas été élu, mais directement nommé par la présidence birmane pour mettre fin aux troubles et gérer la crise. À voir la surprise générale, il ne fait pas souvent le déplacement dans le ghetto. Mais peu importe, il est là pour propager la bonne parole. Vous savez, ces camps sont provisoires, bien sûr. Nous avons réuni ici toute cette population pour procéder à des vérifications sur leur identité. Il faut savoir qui est sur notre territoire, mais je peux vous assurer que tous ceux qui sont légitimes retourneront dans leur village. Le général est un spécialiste des problèmes frontaliers. Il y jouit d'une assez bonne réputation dans le pays et semble vouloir se prêter au jeu de la transparence. Savez-vous où vous serez dans 2 ou 3 ans? Qu'avez-vous l'intention de faire? Écoutez, ce n'est pas à moi de vous répondre. Je ne suis pas chef ici, moi j'habite juste là. Oui, ce qu'il veut dire, c'est un camp de Bengali. Il y a donc une hiérarchie. Et c'est mieux que ce soit le chef du camp qui réponde. Il est là d'ailleurs. Silence embarrassé, l'opération de communication gouvernementale dérape un peu, mais le général ne se démonte pas. On sait très bien ce qu'il se dit à l'étranger. On dit que nous commettons un génocide, que ces gens sont discriminés. Mais allez-y, puisque vous êtes là, posez-lui la question directement. Moi, je veux vivre ici jusqu'à ma mort. Jusqu'à la mort? Peut-être que c'est pour bientôt. Les camps d'internement Rohingya ont été construits à la périphérie de Sittwe, la capitale de l'État. Plus de 110 000 personnes s'y entassent, dépendant surtout de l'aide humanitaire. Ces camps sont en théorie interdits d'accès, mais nous allons y retourner le lendemain, seuls cette fois. Revoici l'homme qui a tant hésité à répondre à nos questions en présence des autorités. J'aurais voulu protester. Le gouverneur ne nous appelle même pas par notre nom. Je ne suis pas un Bengali, je ne suis pas un étranger. Je suis Rohingya, comme nous tous ici. Difficile de dire précisément depuis combien de temps les Rohingyas peuplent l'Arakan. Mais en 1982, ils ont été déchus de la nationalité birmane. Première étape d'un long processus vers leur élimination de la carte nationale, dont le plan d'action pour l'Arakan ressemble à la phase finale. C'est donc l'exode. Cette femme vient de passer 3 mois et demi en mer aux mains des trafiquants. Son voyage en Malaisie a été un échec. J'ai tout perdu. J'ai tout vendu pour faire ce voyage. Je suis en vie, mais c'est tout ce qu'il me reste. Elle a été retenue à fond de cale, au large, en attendant un départ vers l'Eldorado malaisien. Les trafiquants ont abandonné son bateau à l'approche de la marine birmane. Pourtant, tous ici sont candidats au départ. Personne ne pourra jamais les convaincre de ne pas s'embarquer dans cette odyssée si périlleuse tant qu'on ne fera pas un minimum pour eux, comme un meilleur accès à l'éducation, aux soins et bien sûr leur donner du travail. Les réseaux de trafiquants de clandestins qui hantent le golfe du Bengale sont essentiellement thaïlandais et malaisiens. Mais ils ont leurs relais locaux, des intermédiaires Rohingyas eux-mêmes qui
qui emmènent au large des côtes birmanes et dans leurs propres bateaux leur cargaison humaine. Non, on n'a rien à voir avec ces trafics. Il y a la marine birmane juste là, et puis les forces bangladaises. Comment voulez-vous qu'on aille en Malaisie ou ailleurs? Les trafiquants ont foutu le camp. Ils sont tous du village d'Udanji. Le village d'Udanji se trouve à la périphérie du ghetto. C'est là que Madame Hazara nous emmène discrètement. C'était elle, il y a 2 jours, qui avait enfin pu parler au téléphone avec son fils, perdu en mer et sauvé par des pêcheurs indonésiens. Je vois souvent mon fils en rêve. C'est mon unique enfant, je pense tout le temps à lui. Quand il m'aidait à aller chercher du bois, quand je lui parlais quand il était petit. C'est là, c'est sa maison dans ce hameau. Madame Hazara est persuadée que Moubarak, l'homme qui a jeté son fils dans les griffes des trafiquants, habite là. Mais il s'est volatilisé, comme les autres passeurs. Seul son jeune frère est présent. Ton frère est un truand, c'est un trafiquant. Je suis sûre que c'est lui qui a envoyé Sadako-san dans l'océan. Les nouvelles que j'ai eues sont horribles. Tu veux savoir? Je vais te raconter. Mon fils a été torturé avec un couteau sur le bateau. Il a été blessé au bras et au dos. Ensuite, ils l'ont jeté dans l'eau comme s'il était mort. Ils ont jeté d'autres hommes aussi. Comment peut-on faire une chose pareille, hein? Comment? Tu l'as vu de tes propres yeux l'emmener? Non, bien sûr. Ce n'est pas bien d'accuser à tort, c'est mal. Et je me moque de tes soupçons. Ta haine t'aveugle, mon frère est innocent. Il n'est pas là, mais il n'a rien à voir avec cette affaire. Alors je ne reverrai jamais mon fils, c'est cela? Moubarak a disparu et je n'ai aucun recours. Je n'ai même pas le droit d'aller voir la police. Il est vrai que les Rohingyas n'ont plus aucun droit. C'est dans le quartier Dongmingkala, en plein cœur de Sittwe, que les violences ont commencé en 2012. Des milliers de Rohingyas, descendants de commerçants arabes ou de soldats turcs, vivaient ici souvent depuis des générations. La majorité a fui. Ce vieux fonctionnaire à la retraite est le seul à accepter de parler. Vous voyez, nous sommes autorisés à nous déplacer que dans ce périmètre. Si l'on veut sortir de notre quartier, ce n'est pas possible. Il y a ce checkpoint. Moi, je suis un ancien fonctionnaire et je ne peux même pas me rendre à la banque pour percevoir ma retraite. Depuis le commencement du monde, je veux dire avant la création des États, avant même que la Birmanie ne soit la Birmanie, eh bien, nous étions déjà là. Vous comprenez? Le destin des Rohingyas semble être un long cycle jalonné de persécutions et d'exodes. Combien de temps encore l'errance d'un peuple va-t-elle devoir durer sans qu'elle ne s'achève par sa disparition? Et en duplex avec nous à Bangkok, Cyril Payen, correspondant de France 24 en Asie du Sud-Est, qui a réalisé ce reportage. Cyril, arrêtons-nous donc sur cette Birmanie xénophobe. On pensait que les choses avaient changé dans ce pays et on découvre que d'une certaine manière, un génocide y est en cours. Oui, effectivement, ce fameux printemps birman, cette vague de démocratisation tant vantée depuis 2011, ce printemps birman est résolument une saison en enfer pour ces Rohingyas et puis pour d'autres minorités ethniques. Tout cela veut dire simplement que les avis maintenant les plus pessimistes semblent se réaliser, devenir un peu vrais. Il y a toujours une main invisible en Birmanie. Il est probable que les militaires sont toujours en charge et quand on est à quelques mois d'un grand rendez-vous électoral, d'élection présidentielle, c'est vrai que la réaction sécuritaire a toujours été brandie. Et quoi de plus facile que de s'en prendre à des minorités, à des Rohingyas, pour faire peur au pays, pour lever des manifestations nationalistes. Et il est vrai que tout cela fait certainement partie d'une stratégie qui s'est tramée en haut lieu. Et c'est pour ça qu'il y a cette accélération depuis la fin de l'année dernière et le début de cette année avec cet exode qui s'accélère?
Oui, indéniablement, ça fait quelques années que je suis cette question des Rohingyas. Il y a vraiment un étau qui est en train de se resserrer sur cette minorité. Ils n'ont plus de quoi vivre, plus de quoi survivre. Et on a depuis quelques mois vu un accroissement drastique, hein, plus de 30% de candidats à l'exil qui se lancent dans cette odyssée incroyable, plusieurs mois en mer, à l'aveugle, sans savoir où ils vont aller, dans les mains des trafiquants. Et c'est vrai que tout cela ressemble à une solution finale, une sorte de stratégie qui va vers l'élimination des Rohingyas, enfin en tout cas de leur présence en Birmanie. On est relativement surpris de l'inaction, du silence des grands pays de la région, notamment du plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie. C'est ce que nous disait un réfugié Rohingya dans son ghetto du nord de l'Arakan. Sommes-nous les intouchables de l'islam? C'est ce qu'il nous a dit. C'est vrai qu'on peut se demander, au regard de ce manque total d'élan compassionnel, de solidarité musulmane de la part de pays comme la Malaisie ou l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, qui ont rejeté ces migrants à la mer ou qui ont, du bout des lèvres, fini par les accepter, mais pour une période temporaire. On peut s'interroger effectivement sur cette solidarité qui n'existe pas. La question on peut se poser aussi la question, pourquoi sont-ils ces intouchables de l'islam? Cyril Payen, correspondant de France 24 en Asie du Sud-Est. Cyril qui était avec nous depuis Bangkok. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.